Chers consoeurs et confrères, mesdames, messieurs, cher Jean-Claude, j'ai l'honneur et le plaisir de te présenter. Je te connais depuis 1996, année de mon entrée à l'Académie Lorraine des Sciences, et tu as failli être mon parrain. Remplacé par Pierre-Louis Maubeuge, géologue bien connu, pour ses travaux sur le pétrole dans le bassin parisien, l'extraction de cet or noir au pied de la colline de Sion. Cette année 1996, oui, tu as été un des membres fondateurs de Floren, Association des botanistes lorrains, et membre du premier conseil d'administration. Tu as donc fait partie de notre académie alors que tu étais en poste à la faculté de sciences de Nancy. En 1974, tu obtiens un doctorat de spécialité en biologie végétale, puis en 1986, un doctorat d'état S sciences naturelles. En 2011, tu prends ta retraite en tant que professeur des universités et tu quittes ta Lorraine natale pour rejoindre le Périgord, terre de la truffe noire. Il est vrai que tout au long de ta carrière, tu as travaillé essentiellement sur ce champignon hypogée, en Lorraine pour les truffes de Bourgogne et mésentériques. Tu as particulièrement abordé l'étude des interactions dans les écosystèmes truffiers en France, mais également au Maroc. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages sur la truffe, dont le prochain est en préparation et doit être publié en 2026 et s'intitulera « Truffe vers une gastronomie transcendante ». Tu es à l'origine de plusieurs colloques, symposiums en France et au Maroc, en relation avec l'université de Rabat sur les champignons hypogées du bassin parisien, bassin méditerranéen. C'est ainsi que les terres-fesses n'ont plus de secret pour toi. Tu as organisé de nombreuses manifestations liées à tes autres passions, que sont la danse, avec notamment le groupe des Lejottes, le dessin au fusain et au crayon, qui t'a permis d'illustrer plusieurs ouvrages, le travail sur l'argile, la sculpture sur pierre. Tu es également collectionneur passionné pour les fossiles végétaux. Enfin, gourmet, tu t'intéresses de près aux plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, tu vas nous ouvrir les yeux sur ces arômes qui nous enfument. À toi pour 40 minutes. Mesdames, Messieurs, merci. Merci, François. Bien, alors on va parler maintenant, on va aborder un sujet quand même qui nous ramène sur le sol. Plus terre à terre. Dans le sol. Alors, les truffes développent des odeurs. Pourquoi développent-elles des odeurs? Eh bien, il faut savoir quand même que c'est un champignon qui est souterrain, hypogée, qui a à l'intérieur des millions de spores et il a besoin d'animaux pour venir les visiter et disséminer ces spores. Et évidemment, il faut attirer les animaux. Et pour attirer les animaux, bien, il y a simplement que des arômes à diffuser, à synthétiser d'une part, à libérer, pour que les animaux puissent venir ensuite visiter ces truffes. Et en venant visiter ces truffes, évidemment, ils deviennent des prédateurs pour le trufficulteur, mais ça va permettre aussi de disséminer des spores plus ou moins loin par rapport à la truffe de départ. Quelles sont ces odeurs? Alors, on sait actuellement qu'il y a plus, dans les truffes, différentes espèces de truffes, il y a plus de 200 composés organiques, donc une très grande diversité de substances chimiques sont mises en jeu. Ce sont des composés carbonés qui sont volatiles à température ambiante, qui appartiennent à des familles différentes, et chaque famille d'une part et chaque substance chimique d'autre part a des propriétés particulières. Alors voici quelques exemples de ces familles. Les alcools, les composés aromatiques, des composés soufrés, des hydrocarbures, des aldéhydes, des cétones, des acides, des esters, des lactones et des composés divers.
Voici pour la truffe du Périgord, un peu la répartition, beaucoup d'alcool, vous voyez, pas mal de composés aromatiques, des composés soufrés qui sont très importants, on y reviendra, et puis les autres, vous voyez, qui ont une répartition plus ou moins importante. Alors, d'où viennent ces arômes? Ils sont synthétisés à l'intérieur de la truffe. Alors, à l'intérieur de la truffe, on a ce qu'on appelle la gléba, la chair, où se trouve la synthèse, où se fait la synthèse de ces composés aromatiques. Et puis il y a des veines aérifères parce qu'elles permettent à la truffe de respirer, de passage d'oxygène notamment. Et puis donc ces veines vont servir d'évacuation de ces produits aromatiques synthétisés dans la gléba. Alors voici des photos que j'avais fait au microscope électronique à Nancy quand j'y étais. Donc dans une jeune truffe d'une part, ici une coupe, et puis dans une truffe plus âgée à côté. Alors si on regarde dans la truffe, la jeune truffe, donc on a quelques vacuoles qui sont donc des zones de stockage des métabolites. On a des cytoplasmes dans lesquels il y a des organites et notamment les mitochondries que l'on voit là. Et puis vous avez des noyaux ici, là qui sont présents. Et quand on regarde dans une truffe mature, à ce moment-là, l'aspect est totalement différent puisque vous avez un cytoplasme présent, mais surtout de nombreuses vacuoles. Vous voyez, donc les zones de stockage des métabolites sont importantes. Ce sont toujours des cellules vivantes puisqu'on a des noyaux qui sont présents. Alors, ces arômes qui ont été stockés dans les vacuoles vont ensuite passer par les veines aérifères et seront libérés donc à l'extérieur de la truffe. Alors évidemment, dans son milieu environnemental d'une part, et puis ça va plus loin puisque même les chiens vont les sentir de très loin. Et donc évidemment, il y a des possibilités quand on a des sols qui sont notamment pas trop tassés. Alors la truffe est une véritable usine chimique. Je vous ai dit donc plus de 200 composés dans l'ensemble des truffes que l'on connaît. Comment on les classe? Alors voici quelques alcools, quelques composés aromatiques, quelques hydrocarbures, les aldéhydes, les cétones, les acides, les esters, les lactones, les diverses et surtout les composés soufrés. Alors composés soufrés, ça c'est les composés soufrés sont très importants pour la truffe, c'est ce qui donne essentiellement certains arômes de truffe. Alors évidemment, toutes ces molécules, donc ce groupe, excusez-moi. Toutes ces molécules, donc appartenant à des familles que l'on vient de voir, donnent des notes olfactives. Alors c'est ce que les premiers chercheurs de truffes essayent de trouver. Est-ce que ça ressemble quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve comme odeur? Est-ce qu'on retrouve des odeurs de poireaux, d'ail, plutôt de champignons, etc. Donc ça c'est tout à fait classique. Et si on regarde maintenant les éléments donc que je vous ai décrits tout à l'heure, par exemple les composés aromatiques. Si on regarde des anisols ici, ça donne des odeurs agréables, des odeurs de chocolat, des odeurs de terre, de noisettes, etc., de thé. Donc ça va. Je trouve que ça donne des arômes qui sont tout à fait intéressants. Si on a par exemple, toujours dans les alcools, au niveau des alcools, si on regarde certains alcools comme l'optanol ou le nonanol, ça donne là aussi des arômes agréables. Par contre, lorsque on regarde les butanols associés au butanal, ça peut donner des odeurs de moisissure. Vous voyez, donc c'est vrai que les truffes ont des odeurs tout à fait différentes les unes des autres, et même comme on va en parler tout à l'heure, vous aussi, vous allez sentir des odeurs que votre voisin ne sentira pas forcément. Et voilà, je reviens aussi sur dans les alcools, les octanols, ça donne des odeurs de pieds, de sueur humaine, d'haleine humaine, et puis d'animaux. Donc vous voyez, c'est pas très agréable, mais bon, il faut le savoir. Et puis, alors, les composés soufrés. Alors là, je vais en parler un petit peu plus parce que ils sont très intéressants. Vous avez donc 3 composés soufrés qu'on va retrouver essentiellement dans les truffes.
sulfure de diméthyl, disulfure de diméthyl, trisulfure de diméthyl. Donc voilà ce que ça donne au niveau odeur, souvent des eaux de raillées, etc. Le triméthylsulfure, on retrouve son odeur dans le champignon qu'on appelle le Phallus impudicus. On retrouve également, alors ça donne son odeur dans des selles humaines, dans des compositions humaines. Un autre dont je reparlerai souvent, c'est le bisméthylthiométhane. Bisméthylthiométhane, bon, qu'on retrouve dans certaines préparations, mais surtout dans la truffe blanche d'Italie. Alors ça, c'est une odeur tout à fait caractéristique. Je vous la ferai sentir tout à l'heure. Bon, ces composés soufrés, ils viennent du méthanthiol et le méthanthiol provenant de méthionine. Alors le méthanthiol, tout ce qui est en thiol, ce sont des gaz qui ont des odeurs bizarres. Odeur de chou pourri, odeur donc de déjection animale, de flatulence, de mauvaise haleine. Vous voyez, c'est toujours pas très ragoûtant quand on parle de truffe de parler de ça. Et pourtant, ça existe. Alors, évidemment, ces réactions qui conduisent de la méthionine aux composés soufrés, eh bien, ils sont sous la dépendance d'enzymes. Et évidemment, vous connaissez donc les courbes enzymatiques qui dépendent de la température. Et c'est un gros problème, ça, justement, pour qu'on ait des arômes au maximum dans une truffe. Il faut effectivement que la température qui a permis la synthèse de ces arômes, bien, soit assez élevée pour pouvoir avoir le maximum d'odeur. Alors, je reste toujours sur la truffe du Périgord. L'apparition des différents composés va se faire à différents moments de l'année. Et les composés soufrés dont on vient de parler, ce sont ces composés qui arrivent plutôt en dernier. Et ce sont les composés que nous allons sentir. Alors voilà un travail qui a été fait récemment, en 2024, justement, indiquant les différents groupes de composés qui apparaissent dans la truffe, notamment la truffe noire du Périgord. Au mois d'août et septembre, vous avez ceux-ci. Ensuite, en septembre-octobre, celui-ci. En octobre-novembre, celui-ci. Et en décembre, donc, le sulfure de diméthyl, entre autres. Puis d'autres apparaissent en cours ensuite. Alors, les arômes selon les espèces. Alors, on va regrouper les truffes en deux catégories, les truffes noires d'une part, et puis les truffes blanches d'autre part. Alors, truffes noires, en truffe française, vous avez donc truffe noire à l'extérieur, hein, la peau est noire, et à l'intérieur, vous avez ces aspects-là différents. Donc, la truffe du Périgord, la voici, la truffe brumale qui est une voisine du Périgord, la truffe d'été, la truffe de Bourgogne qui est très proche de la truffe d'été, et puis la truffe de Meuse, la truffe mésentérique que vous avez ici. Donc voilà trois aspects de leur glébat, de leur chair. Et puis vient se rajouter en truffe noire une autre truffe qui vient de Chine, donc la Tuber indicum, qui ressemble, et on y reviendra tout à l'heure, qui ressemble bigrement à la truffe du Périgord. En truffe blanche, alors vous avez une truffe italienne, truffe d'Alba au Tuber magnatum, et puis une autre truffe qu'on trouve à la fois en France aussi en Italie, la truffe Borchi, qu'on vient justement de planter il y a 2 jours dans les Vosges. Donc, si vous découvrirez un peu la truffe Borchi, un de ces jours, enfin, faut attendre quelques années maintenant pour pouvoir la consommer. Alors, si on regarde, donc voilà, j'ai repris donc les différentes truffes que je viens d'énumérer, et si on regarde les alcools, la famille des alcools, eh bien, on s'aperçoit que dans certains groupes, chez les Melanosporum, les truffes du Périgord, les alcools sont bien présents. Chez Borchi, ils sont bien présents. Par contre, chez Magnatum, ils sont beaucoup moins présents. Si on regarde la famille des aldéhydes, là c'est pareil, des différences en fonction des truffes. Chez l'Ancinatum, la truffe de Bourgogne, que vous trouvez en ce moment sur les marchés ici, vous voyez, moins d'aldéhydes que par exemple chez la Magnétum, ici. Pour les sulfures, là aussi des différences intéressantes. Magnétum, énormément de sulfure. Par contre,
Incinatum, beaucoup moins. Borky également, beaucoup moins. C'est pas les mêmes d'ailleurs, justement. Mais enfin, vous voyez donc des différences qui existent en fonction des espèces. Alors, si on regarde les composés soufrés, donc sulfure de diméthyle, disulfure de diméthyle, trisulfure de diméthyle, présent dans la truffe du Périgord, présent dans la truffe d'été, présent dans la truffe d'Italie, par contre absent dans la truffe de Chine et la truffe Borky. Et si on regarde qu'est-ce qu'il y a dans ces truffes, chez la truffe de Chine, aucun composé soufré. Dans la truffe blanche d'Italie, vous avez la bisméthylthiométhane, et puis dans la truffe Borky, vous avez un autre ici que vous avez ici. Donc, vous voyez, en fonction des espèces, on n'aura pas les mêmes odeurs parce que, effectivement, les composés mis en question ne sont pas les mêmes. Maintenant, est-ce que les arômes varient dans une même espèce? Alors, on va prendre 2 exemples. Ici, trois truffes du Périgord qui ont été récoltées dans des truffières différentes. Et on regarde ce qui se passe. Eh bien, regardez donc les alcools très présents dans la truffe, la première, beaucoup moins dans la deuxième. Si on regarde, par exemple, les composés, les sulfures, un petit peu dans la première, un peu plus dans la deuxième, beaucoup moins dans la troisième. Donc, vous voyez, dans une même espèce, pour une même espèce, vous n'avez pas les mêmes profils aromatiques qui s'expriment parce que, évidemment, vous n'avez pas les mêmes arômes qui seront développés en fonction de l'endroit où on la trouve. Je reviens sur la truffe Borky, donc une truffe blanche. Là aussi, donc 3 truffes Borky qui ont été analysées. Eh bien, là aussi, vous avez des différences. Regardez, on va commencer par les alcools. La première, un peu d'alcool comme dans la deuxième, par contre beaucoup plus dans la troisième. Si on regarde les sulfures, regardez celle-ci, les composés sulfurés dans la première, alors que dans la troisième, beaucoup moins. Donc vous voyez, les variations existent en fonction des espèces, en fonction des truffes et de l'endroit où on les trouve. Est-ce que, comme nous, la truffe a un microbiote? Eh bien oui, voilà donc des photos que j'avais faites ici avant de partir, bien avant de partir dans le Périgord. Voici une coupe donc de la chair de la truffe, et quand on regarde à l'intérieur, dans certaines cellules, on voit ici, eh bien des micro-organismes qui sont présents. Et entre les cellules, là aussi, eh bien des micro-organismes présents. Donc il y a des levures, des bactéries, même également des virus qui sont présents dans la truffe. Voici quelques levures qui ont été mises en évidence chez la truffe noire du Périgord. Et ces levures donnent également des composés volatiles. Et quand on regarde les premiers, eh bien, on s'aperçoit qu'on retrouve ces composés volatiles comme dans la truffe elle-même. Donc, vous voyez, il y a des associations entre ce qui est produit par la truffe et ce qui est produit par le microbiote associé. Donc ça veut dire que quand vous analysez une truffe, vous avez des arômes qui proviennent de la truffe en elle-même et des arômes qui proviennent des microbes associés, des micro-organismes associés. Donc quand vous respirez une truffe, si vous voulez en respirer, allez, samedi et dimanche prochain, à Pont-à-Mousson, eh bien, l'odeur que vous allez respirer, eh bien, ça sera à la fois donc les arômes de truffe plus les microbes associés à cette truffe. Donc voilà, quand on voit l'évolution de de la truffe et l'acquisition des différents composés, eh bien, il faut rajouter les arômes des microbes associés pour avoir l'arôme final. Par contre, il faut savoir aussi que très rapidement, là, il peut y avoir une prolifération de microbes de dégradation qui va se faire une fois que la truffe a atteint son maximum. Et là, une altération très rapide qui va se faire, c'est-à-dire donc des micro-organismes de décomposition qui vont très vite donner de mauvaises odeurs. Bon,
Donc on voit que les arômes sont complexes, hein, donc puisque les arômes ne sont pas les mêmes, n'auront pas le même pourcentage en fonction des truffes pour une même espèce, et même dans une même truffière, on a des arômes différents. Donc ça veut dire que c'est assez compliqué quand vous achetez de la truffe sur un marché. Vous respirez différentes truffes qui proviennent du même endroit et elles n'ont pas les mêmes odeurs. Pourquoi? Eh bien, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Les facteurs biotiques, d'une part, les facteurs abiotiques. Donc, biotique, c'est le microbiote dont on vient de parler. Et puis, également, tous les organismes associés, hein, toute la faune, la mésofaune, la microfaune associée, l'arbre truffier, tout ce qu'il a pu apporter à la truffe, et puis les plantes voisines. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais sachez que la truffe vit aussi en relation avec des plantes voisines du truffier en question. Et puis au niveau des facteurs abiotiques, c'est le sol et puis surtout le climat local. Donc, la variabilité aromatique des truffes est attribuée donc au stade de maturation, effectivement. C'est un organe souterrain, donc c'est assez difficile de se dire est-ce qu'elle est mature ou pas. Une fois qu'on l'a sortie, ma foi, il faut la consommer. C'est dû à des facteurs environnementaux, à des facteurs génétiques, et puis certains composés volatiles qui sont présents, dont on a déjà parlé, notamment les composés soufrés. Alors, attention aux truffes qu'on vous propose. Alors, je reviens sur la truffe de Chine. Enfin, les truffes de Chine, c'est le nom de Tuber indicum. J'y reviens parce que quand on compare avec la truffe du Périgord, la peau est la même. Tout à fait, ça ressemble étrangement. Quand on regarde la chair, les chairs sont tout à fait semblables. Il faut passer au microscope pour voir les différences entre les spores du Périgord qui sont avec des aiguilles pointues et vous voyez les spores de Chine qui sont totalement différentes. Mais malheureusement, ça a été une truffe qui a été largement utilisée, cette truffe de Chine, et quand on regarde les arômes qui sont à l'intérieur, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de différences, notamment des sulfures de diméthyle, enfin des composés soufrés qui n'existent pas, et puis même des composés aromatiques qui n'existent pas. Donc ça veut dire que cette truffe de Chine a un intérêt olfactif et gustatif qui est sans intérêt, et plutôt comment elle a été vendue très peu cher, et malheureusement, c'est ce que les consommateurs, enfin c'est ce que les restaurateurs ont fait, c'est-à-dire ils ont utilisé cette truffe pour faire croire qu'on utilisait de la truffe du Périgord. Alors une autre truffe, donc c'est la truffe blanche d'Italie, Tuber alba. Donc, alors elle est différente puisque l'extérieur, vous n'avez pas une chair noire, vous n'avez pas de petites excroissances comme tout à l'heure dans les autres truffes noires, et puis l'intérieur est clair comme ceci. Alors cette truffe Tuber magnatum, elle, là aussi, il y a des différences si on regarde par rapport à la truffe du Périgord, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'alcools et d'aldéhydes qui n'existent pas, des composés soufrés qui n'existent pas, et par contre, le bisméthylthiométhane, là, qui donne un arôme très aillé, très prononcé à cette truffe. Alors, ensuite, donc, on a aussi des truffes sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont les terfèses, donc les truffes des sables, Terfesia et Tirmania, qui sont donc des champignons souterrains, qui n'appartiennent pas aux tubères comme tout ce qu'on vient de voir, mais aux terfèses, Terfesia et Tirmania. Et par exemple, une pub que j'avais trouvée, c'est truffe blanche, un trésor marocain qui se vend à prix d'or dans le monde. Eh bien, c'est du terfèse. Les terfèses n'ont pas de saveur particulière. Quand on les mange, c'est un peu comme de la pomme de terre, mais ça n'a rien à voir avec nos truffes. Donc ça veut dire que on était dans la partie truffe noire et truffe blanche. Qu'est-ce que cache le mot noir? Évidemment, des choses intéressantes, hein, comme qu'on aime bien le café, le chocolat, les truffes. Donc truffe noire, c'est Tuber melanosporum par contre.
Eh bien, on qualifie de truffe noire la truffe d'été, qui est beaucoup moins intéressante. Qualifie également de truffe noire la truffe de Chine, qui malheureusement n'a aucun intérêt gustatif. Et même dans le commerce, j'avais trouvé qu'il a été vendu truffe noire des Pyrénées catalanes, la truffe de Chine, mais qui n'avait rien à voir avec les Pyrénées catalanes, évidemment. Alors dans le mot blanc, eh bien vous avez la truffe magnétum qui représente bien ces truffes blanches, mais vous avez la truffe Borky dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, les prix n'est pas tout à fait le même entre la truffe magnétum et la truffe Borky. Et quand on peut qualifier de blanc, évidemment, on pense tout de suite à magnétum, mais attention, là aussi, il peut y avoir de l'arnaque puisque les truffes d'été, une truffe d'été qui est pas mûre ou une truffe Melanosporum qui est pas mûre reste claire au début, donc on va les qualifier de blanche. La truffe Borky également peut être qualifiée de blanc, malheureusement. Et puis les terfèzes, les truffes des sables, restent claires à l'intérieur. Donc tout ça apporte des termes qui malheureusement peuvent faire profiter certains, mais pas votre palais. Bon, que deviennent les arômes dans les conserves? Alors là, on nous en fume énormément. Donc en mai 2005, dans le journal de France 2, quelqu'un était venu montrer que effectivement, à partir de molécules différentes, par exemple ici, de ces molécules, on peut donner un goût de tomate sans qu'il y ait de tomate. Donc voilà. Donc on a qualifié d'arôme naturel le fait d'utiliser des produits naturels, mais qui ne correspondent pas forcément à ce que l'on veut donner. Par contre, ça donne ce goût. Alors on va voir que pour la truffe, c'est exactement la même chose. Donc surtout, sachons lire les étiquettes. Alors ce que je raconte pour la truffe, apprenez à le faire aussi pour tous les produits que vous achetez maintenant. Bon, par exemple, pour la truffe, nous, ce qui est en recherche, c'est le nom de la truffe. Donc tu mets Melanosporum, la truffe noire du Périgord, une seule ébullition, première ébullition, donc une seule ébullition impeccable. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce récipient? La truffe qui a été donc cuite par l'ébullition et le jus de truffe. Mais les industriels, eux, ont une autre technique, c'est de faire une première stérilisation qui va permettre d'avoir justement ce jus de truffe épicé de truffe, et puis une deuxième stérilisation pour avoir donc des boîtes ou des bocaux avec truffe et des bocaux avec le jus. L'intérêt, n'est que le jus qui est intéressant. Les truffes ne sentent plus rien du tout. Donc, maintenant, apprenez à lire dès l'instant où vous regardez un produit sur lequel il y a de la truffe. Arôme de truffe, arôme synthétique, donc pas de truffe. Arôme naturel de truffe, oui, on a des arômes naturels, c'est d'autres produits, du chou, de la betterave, mais pas de truffe. Produit à la truffe, 1% de truffe, ça commence à être intéressant. Par contre, produit truffé, alors là oui, mais c'est 3%, pardon. Donc, certains sont intéressants et les autres, c'est pas la peine de les acheter, vous perdez votre argent. Alors jusqu'où on nous enfume. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux produits intéressants. Le sulfure de diméthyle, qui peut nous faire croire qu'on a de la truffe noire. Le bisméthylthiométhane, qui fait croire qu'on a de la truffe blanche. Donc, évidemment, quand on est industriel, pourquoi on s'embête à prendre un autre produit que le bisméthylthiométhane pour pouvoir faire croire qu'on a de la truffe? Eh bien, évidemment, c'est ce qu'on a maintenant. Alors, quelques produits qu'on peut trouver. Donc, huile d'olive. Alors, tout ce qui est marqué en rouge, évidemment, c'est le fait que c'est pas trop intéressant pour la truffe. Regardez, huile à la truffe noire. Or, c'est indicum, c'est la truffe de Chine qui est utilisée. Arôme de truffe. Alors, dès l'instant que vous avez arôme de truffe, c'est soit un produit naturel, un arôme naturel, mais il n'y a pas de truffe, soit, évidemment, un produit de synthèse. Surtout sur les huiles, le gros problème, c'est que
une truffe dans de l'huile, eh bien, elle va se dégrader rapidement et votre huile, elle va sentir très mauvais rapidement parce qu'il y a prolifération de bactéries anaérobies. Et alors, voilà quelques huiles à la truffe noire qui sont produites dans le commerce. Regardez la différence de prix, évidemment. Et toujours aromatisé. Là, on a mis la truffe noire du Périgord et c'est Brumal, une autre truffe qui a été utilisée. Là aussi, aromatisé. Avec la truffe blanche, c'est exactement la même chose. Là aussi, on a des différences de prix. Vous voyez, ça va de 64 € le litre à 239,50. Et là aussi, eh bien, aromatisé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arôme de truffe, véritablement d'arôme de truffe. Miel de truffe, là aussi, alors, c'est très curieux parce que on a utilisé de la truffe séchée. Oui, d'accord, mais il n'y a plus rien comme arôme. Et là, moins 0,5%, c'est pas beaucoup. Donc, arôme, c'est marqué arôme sur le contenu, mais par contre, aucune précision. Pour la truffe blanche, alors celle à la truffe, alors vous avez de la chance, je vous en ai apporté. Vous faire sentir. Voilà, vous ouvrez le bocal et vous faites passer. Donc, alors celle à la truffe blanche. Arôme, là aussi, c'est marqué arôme, donc arôme synthétique, il y a de grandes chances. Et arôme synthétique à la truffe blanche, donc le bisméthylthiométhane que vous sentez là, au niveau de votre nez. Et les petits grains noirs. Alors les petits grains noirs, moi je les ai analysés et c'est de la truffe de Chine. C'est ça la coopération, oui, entre la Chine et la France. Alors des sels aux truffes, il y en existe énormément. Et évidemment, les prix sont pas non plus les mêmes. Vous voyez, on passe de 150 € le kilo à 469. Et toujours pareil, avec des produits, avec des saveurs truffes ou des produits aromatisés, c'est affolant. Voilà. Affolant ce qu'on peut proposer. Alors que c'est simple, vous achetez de la truffe, de la vraie truffe, vous la faites sécher, vous la mixez, vous la mettez avec votre sel, vous allez en faire du vrai sel à la truffe. Alors chips à la truffe noire, alors ça c'est passé on va bientôt en voir dans les supermarchés. Donc là aussi, truffe séchée. Alors une fois qu'elle est séchée, les arômes sont beaucoup moins développés, 1,1%. Alors c'est très curieux parce que sur ce type de chips, c'était marqué truffe séchée. Ça veut dire que ça correspond à 5% de truffe fraîche. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la truffe d'été et à la fois de la truffe du Périgord. Vous voyez que c'est complexe comme annotation. Puis arôme sans préciser, toujours arôme synthétique, sans problème. Et même pâté de champignons à la truffe blanche. Alors ça, je le sais parce que mon collègue marocain voyait des lots de terfez qui partaient donc en Espagne, justement pour faire ces pâtés de truffes blanches, mais malheureusement, où il n'y a pas de truffes blanches, il y a simplement des truffes du désert. Alors, une autre façon, c'est les perles qu'on peut trouver maintenant. Alors là aussi, les perles où on a des arômes artificiels qui sont utilisés. Et puis pour faire croire que ce sont des perles à la truffe noire du Périgord, on utilise évidemment un colorant qui est l'encre de sèche. Ça existe aussi pour la truffe blanche, vous voyez, mais surtout avec des arômes artificiels, ça c'est sûr. Alors ça aussi c'est tout nouveau. Je vais vous faire sentir, vous allez voir, c'est pas inintéressant. C'est un crayon qui est fait. Alors, un crayon qui est fait avec vous verrez donc. Alors, il est fait avec des brisures de truffe noire. C'est déjà mieux. 10%. Oui, c'est pas mal quand même. Mais 10%. Malheureusement, alors je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, vous pouvez ouvrir.
Puis il y a le crayon ainsi. Il y a le crayon qui est passé avec pour tailler, pour faire des... C'est pour ceux qui mangent les crayons. Voilà. Alors, pourquoi c'est fait donc, vous avez le crayon et le taille-crayon. Ça vous permet d'avoir des petits morceaux de truffe comme ça sur un plat que vous voulez mettre en valeur. Alors, ça serait encore bien si l'arôme n'était pas un arôme synthétique. Ce qui est malheureusement dommage. C'est malheureusement dommage, vous voyez. Enfin, voilà, donc c'est comme ça. Alors, maintenant, là, des produits affreux. Affreux à ne pas consommer. Mais malheureusement, j'en ai vu dans des écoles hôtelières. Donc, arôme artificiel, donc dénomination, arôme truffe noire type Provence. Officiellement, c'est truffe noire du Périgord, mais pas de type Provence. Elle peut venir de Provence, Tubermelanosporum de Provence, mais malheureusement, elle vient pas de Provence. Donc, c'est déjà un premier point négatif. Ensuite, préparation aromatisante. On ne sait pas ce que c'est. Substance aromatisante naturelle. Alors, est-ce que c'est justement des arômes de choux, de betterave ou d'un autre légume? Point d'interrogation. Et puis, une autre préparation qui est arôme truffe noire d'été. Alors, arôme truffe noire d'été et le flacon est jaune. Pourquoi? C'est dû à de l'huile de tournesol qui est utilisée. Et donc, malheureusement, la truffe noire d'été, si elle est noire, ça devrait être noir. Et les arômes, là c'est pareil, substance aromatisante naturelle, donc c'est du chou, de la betterave, un autre légume utilisé. Maintenant pour l'Italie, la truffe italienne c'est pareil, truffe blanche d'Italie, oui d'accord, mais truffe blanche parce que on a utilisé de l'huile de tournesol. Et là, ce qui est incroyable, c'est que donc, il y a marqué aussi substance aromatisante, mais elle s'est pas marquée naturelle, d'une part. Et là, il n'y a pas de S. Tout à l'heure, il y avait des S ou de substances aromatisantes. Et là, il y en a qu'une seule. Donc, obligatoirement, c'est du bisméthylméthane. Bon, et qui profite la truffe? Quand on regarde en décembre 2023, quand j'ai fait une conférence, j'ai regardé au niveau du Périgord, on proposait des truffes en vente à 850 € le kilo sur les marchés. 10 ans avant, c'était la même chose. C'était une photo qui a 10 ans. Celle-là. Regardez en Nancy le prix à la même époque, en décembre 23. 2590. À Paris, 3600. Tubermelanosporum. Alors, il faut savoir quand même que c'est pas le producteur qui se remplit les poches, parce que pour être producteur, il faut avoir acheté un terrain, le préparer, planter des plantes truffiers, les acheter évidemment, entretenir sa truffière, avoir un chien, le dresser, et puis attendre, toujours espérer pour avoir de la truffe au bout de 5-7 ans, et puis un peu plus pour avoir de véritables récoltes. Alors, on reprend l'exemple de Paris. Donc, 3006, ce sont des truffes qui sont achetées en Espagne, souvent, ou au sud-est, sud-ouest, donc inférieur à 500 € le kilo, voire 600. Et vous les avez à 3006 en détail sur les marchés à Paris. Le gros problème, c'est que entre le temps de récolte, de stockage chez le courtier, de transport et de stockage et d'attente pour que ça soit vendu dans le magasin, tout ça demande du temps. Et malheureusement, la truffe, c'est un organisme vivant qui doit être utilisé dans les 8 jours. Voilà. Donc, si vous avez des truffes qui sont proposées à 1000 € le kilo, il faut quand même savoir que déjà vous n'achetez pas 1 kilo de truffes. Vous n'allez pas en manger tous les jours. Et puis, vous avez des périodes différentes. Donc, si vous voulez des truffes d'été, achetez des truffes d'été fraîches. En automne, vous avez vos truffes ici, truffes de Bourgogne et truffes mésentériques. Et puis, la truffe du Périgord, qui est une truffe automnale. Donc, il faut respecter ces moments-là. Et puis, si on regarde par rapport au prix de certains produits tels que le caviar,
Pour 100 grammes, on va rester pour 100 grammes. Vous voyez, le caviar est un peu plus cher que la truffe. Le safran aussi, je signale. Bon, comment préserver les arômes? C'est bien beau d'acheter de la truffe, mais il faut savoir que les arômes sont thermolabiles, c'est-à-dire à 70 degrés, malheureusement, ils disparaissent. Alors évidemment, dans le temps, si vous regardez ce qui se faisait dans le temps, on faisait cuire la truffe sous la cendre. Évidemment, c'était pas du papier alu qui était utilisé à l'époque. On le cuisait en ragoût. Donc c'était trop chaud pour conserver les arômes de truffe. Alors le meilleur moyen, c'est de piéger les arômes par un corps gras. Donc le b.a.-ba, si vous allez à Pont-à-Mousson ce week-end, vous achetez de la truffe, vous en achetez une ou deux, vous la mettez en présence d'œufs comme ceci dans un récipient fermé. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien les arômes. Alors un petit point important, lavez vos œufs, parce qu'autour des œufs, vous avez une pellicule qui justement empêche le passage des arômes de la truffe. Alors vous lavez vos œufs et à ce moment-là, les arômes vont passer à travers la coquille, traverser le blanc et aller jusqu'au jaune où là vous avez 32% de lipides. Donc c'est intéressant parce que justement les arômes vont être piégés par ce jaune. Vous laissez 2 jours comme ceci et puis vous allez faire soit une omelette, soit une brouillade, soit des œufs à la coque, des œufs durs, de la mayonnaise. Vous voyez, vous n'avez que l'embarras du choix après pour utiliser vos œufs truffés. Alors, autre façon de piéger les arômes, c'est d'utiliser un corps gras comme par exemple le beurre. Coupez votre truffe en petits morceaux, vous mélangez avec du beurre, et puis ce beurre, 2-3 jours après, vous en faites des toasts, des pâtes truffées, d'un purée, du risotto, etc. Exactement. Alors, une autre façon aussi intéressante, c'est le fromage. Donc là, on peut soit couper la truffe en petits morceaux, soit en lamelles, et puis vous faites donc soit des bries ou surtout des bries à Savarin truffés. Prenez des fromages qui ont le plus de pourcentage de corps gras, 70% le brie à Savarin, c'est l'idéal. Et puis autrement, vous faites avec saboré, ricotta, caprice des anges, pour faire des toasts comme ceci. Et puis la crème également qui peut être utilisée pour rajouter, pour envelouter à des pâtes, à des purées, à du riz, etc. Dans l'huile. Alors dans l'huile, c'est déconseillé de mettre des truffes dans l'huile, je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que ça va abîmer l'huile, sauf si vous la consommez très rapidement. Le mieux, c'est d'utiliser donc de transfert d'arômes, c'est-à-dire vous mettez vos truffes et un récipient ouvert avec de l'huile. Vous aurez les arômes qui vont venir se piéger dans l'huile, ou bien vous suspendez une truffe au-dessus de l'huile et vous aurez donc le même résultat. Maintenant, les conservations, comment elles évoluent? Alors effectivement, je vous ai dit 8 jours de consommation après avoir acheté une truffe, parce qu'effectivement, les composés aromatiques s'appauvrissent très rapidement. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir une odeur de truffe, vous l'aurez plus. Par contre, vous allez avoir des molécules qui vont bien rester, l'alcool et l'acétone de champignon, on appelle le champignon, qui donne justement un simple goût de champignon. Ça aurait pu cette saveur de truffe. Alors par le froid, effectivement, on a intérêt à conserver les truffes donc 8 jours à entre -1 et +4 degrés. Là, c'est là que les composés vont le moins s'altérer. Et surtout, le mieux, c'est la congélation, voire surgélation. Il suffit de mettre des truffes sous vide en congélation ou du beurre truffé, par exemple, et vous les consommez. J'ai fait pour le week-end dernier, moi, un fromage truffé à base de truffes qui avait été depuis 2 ans en congélation. Et je pense que ceux qui ont goûté ne s'en plaignent pas. Bien, alors comment on ressent la truffe? Alors on ressent ou on ressent pas la truffe, c'est ça le problème. Quand vous mangez un plat truffé, des fois vous allez dire oui je ressens la truffe, effectivement elle est bien présente, alors des fois trop présente, c'est un peu gênant, ou bien je ressens pas la truffe. Mais là le problème c'est que vous ressentez pas la truffe, ou bien elle est pas assez présente, ou bien ça a été mal utilisé, ou bien vous avez l'association qui est impeccable. L'association entre le plat et la truffe qui est impeccable. Il faudrait goûter évidemment le plat tout seul, sans la truffe, pour voir la différence.
Mais vous avez des facteurs qui jouent en défaveur qui modifient la sensation de la truffe, notamment la température des aliments, la salive, l'amylase et la lipase salivaire qui peuvent être perturbées, et puis surtout, des substances parasites dans la bouche. Et ce que je vous conseille, surtout quand vous voulez bien manger de la truffe, c'est de ne pas fumer, évidemment. Et puis surtout de ne pas absorber un certain nombre de médicaments qui perturbent justement toutes les sensations que l'on a dans la bouche. Et notamment pour la truffe, mais pour autre chose aussi. Bon, qu'est-ce qu'elle nous cache d'autre, la truffe? Alors, bon déjà, Brillat-Savarin, on a parlé du fromage, mais Brillat-Savarin, c'est un grand théoricien de la cuisine qui a écrit un bouquin qui est paru 2 mois avant son décès en 1825, Physiologie du goût. Et il avait donné une saveur qui est particulière qu'il a appelée l'osmasome. Et quand après, on a pu parler de cet osmasome, et 80 ans plus tard, il y a un autre mot qui est arrivé. L'umami. L'umami, c'est un japonais chinois, donc, Ikeda, qui a analysé un bouillon qu'il fait à partir de tofu et puis d'une algue. Et ça a donné un goût savoureux qu'il a appelé l'umami. Alors, comment on pourrait définir l'umami? C'est un goût, une sensation, quelque chose de très appétant, gourmand, on a envie de revenir. Et puis, un autre directeur d'une revue, Laurent Semenel, qui a dit que c'était un goût très mystérieux, et notamment un goût qui s'apparente à la première saveur que le bébé a lorsqu'il tète sa mère, comme le lait maternel, voilà. Donc, ce serait que le lait maternel est très riche en umami. Alors, en bref, ça veut dire quoi, l'umami? C'est une sensation de plaisir, évidemment. Ça veut dire qu'on a envie de replonger dans son assiette pour aller goûter, évidemment, ce qui nous est présenté. Et puis, c'est aussi donc une sorte de jouissance culinaire que l'on a quand on a envie de reprendre encore, justement, un produit qui nous est proposé. Alors, voilà une petite liste donc d'ingrédients qui sont riches en umami, donc des légumes, des champignons, les anchois, des salades, des fromages, des produits transformés et surtout la truffe. Alors, ce goût umami, il tient à 3 acides aminés, notamment le plus important, c'est l'acide glutamique. L'acide glutamique, ce qu'on appelle aussi le glutamate, qui est un acide aminé courant et qui a un rôle de neurotransmetteur dans notre cerveau, d'apprentissage, qui a un rôle dans la mémoire et qui, évidemment, malheureusement, est largement utilisé comme exhausteur de goût. Et c'est le E621. Et vous le connaissez, évidemment, puisque voilà un certain nombre de produits dans lesquels vous avez l'umami artificiellement créé, justement, par utilisation du glutamate. Une autre saveur. Alors, une autre saveur qu'on a commencé à identifier à peu près 25 ans au Japon, c'est le kokumi. Le kokumi, ça veut dire donc bouche bien remplie. C'est pas un goût en soi, mais c'est une synergie avec d'autres saveurs, c'est-à-dire l'umami plus du sucré, du salé, et c'est essentiellement dû au glutathion. Alors, ce kokumi, cette glutathion, on le retrouve dans un certain nombre de plantes, d'animaux, de champignons, des fruits, des légumes, des produits transformés, et notamment les fromages. Et c'est pourquoi je vous conseille vivement, dès l'instant où vous aurez de la truffe, vous aurez acheté de la truffe, et bien justement d'utiliser du fromage, car truffe et fromage se marient très très bien, soit donc en lamelles comme ceci, soit sur des toasts. Et ça, en réalité, vous allez avoir à la fois l'umami et le kokumi qui vont être partagés, disons, les saveurs. Et ça va être un duo parfait qui va permettre justement de bien apprécier la truffe.
Et sur des expériences personnelles, puisque je fais un petit peu de cuisine, avec une même truffe, j'ai comparé du beurre truffé et du fromage truffé. Avec la même truffe, eh ben, le fromage exprime beaucoup mieux la truffe que le beurre. Bon, là, et puis la truffe peut cacher encore autre chose. Vous savez qu'un certain nombre de produits, ben, ça stimule les zones d'émotion, les zones de la mémoire, du vécu, les zones du plaisir inconscient. Ça stimule un améliorateur d'humeur qu'on appelle l'anandamide. L'anandamide ou molécule de l'extase. Et cette molécule de l'extase, donc, vous la connaissez, elle est responsable de la mélanine des mélanocytes épidermiques. Or, cette mélanine, de la mélanine, on en trouve aussi dans la truffe. On en trouve sur la peau de la truffe, puisqu'on a une mélanisation de cette peau, de ce péridium. Et puis, on a une mélanisation de la chair, de la gléba. Donc, c'est l'anandamide qui est concernée. Et puis, l'anandamide a des effets similaires à d'autres produits, tels que le cannabis. Oui, c'est assez récent. Donc, vous voyez, pour avoir de la béatitude, de la joie, du bonheur, ben, vous savez où les trouver, hein, moi j'ai choisi. Et je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions? Vous savez tout pour aller à Pont-à-Mousson acheter de la truffe. N'hésitez pas à y aller ce week-end prochain. Oui, parce que vous avez parlé de deux sortes de truffes, l'estivum et l'incinatum. Et moi, j'avais lu quelque part. Oui, c'est très voisin. Que en fait, estivum, c'était vraisemblablement une incinatum pas tout à fait mûre. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. L'estivum, c'est une truffe que l'on a, nous, en été. Malheureusement, comme dans le sud. Mais ici aussi, elle est précoce. Oui, elle est précoce. Mais souvent, le problème dans le sud, c'est qu'on peut pas la laisser mûrir parce qu'elle subit trop la sécheresse. Ah, oui. Donc, elle est récoltée bien avant. Et effectivement, ça serait l'idéal de l'avoir à maturité en septembre. Et on n'en a pas beaucoup, ce qui est dommage. Alors que l'incinatum, elle a le temps, effectivement. Elle a le temps de s'exprimer et on la ramasse mûre. Mais c'est effectivement deux espèces. C'est vraiment différent. Non, elles sont très voisines. Parce que j'avais lu que c'était... Oui, c'est la même. Tu as de Oui, un commentaire par rapport à ça. Voilà. Estivum et incinatum, en fait, c'est la même espèce, c'est deux variantes de la même espèce. Il y a une variante printanière et estivale et une variante automnale. Mais sur le plan de la génétique, composition génétique, c'est exactement la même. Oui, c'est sûr. Et le fait qu'il y en ait une qui est plus précoce que l'autre, c'est justement une variante. C'est pas le fait que soit une incinatum pas mûre, par exemple. Non, en fait, cette espèce, donc Tuber estivum, il faut la nommer comme ça parce que c'est la première qui a été nommée sur le plan de la systématique. Elle est en capacité de réaliser son cycle biologique tout au cours de l'année, si tant est que les températures du sol et l'hygrométrie du sol sont suffisantes. Oui. Donc on peut en trouver même en hiver. Oui, c'est sûr. Ah oui? Ah oui, absolument. Oui, combien de fois même, même en hiver, en février, dès l'instant où il y a eu pas eu trop de problèmes de température, on a trouvé, effectivement. Oui. Donc c'est différent, d'accord. Oui, c'est moi. Alors, deux questions. Première question, quel peut être l'impact du changement climatique sur la production et sur l'arôme de la truffe? Parce que cette année, la truffe de Meuse, elle a pris un sacré coup au niveau production à cause de la canicule. Ouais. Et puis j'ai lu quelque part qu'il y a la truffe de Meuse allait s'implanter à La Réunion. L'implantation de truffe de Nancy à La Réunion, qu'est-ce que tu en penses? Oui, à La Réunion, on va attendre. Hein. Bon, alors, je veux signaler, effectivement, l'impact, évidemment, je ne peux pas en parler là, parce que j'ai toute une conférence là-dessus sur l'impact climatique par rapport aux truffes. Alors,
il y a très longtemps, les trufficulteurs de Meuse avaient essayé de mettre de la truffe du Périgord. Les premiers qui ont installé des plants truffiers. On avait fait de l'analyse 10 ans après pour voir est-ce qu'il y avait encore. Eux, ils trouvaient plus de truffes du Périgord. Par contre, quand on regardait les mycorhizes, il n'y avait plus. Il n'y avait plus la truffe du Périgord, était plus là. 20 ans après, il y en a eu à nouveau qui ont été installés et ils ont des récoltes de truffes du Périgord. En Meuse, je connais des gens qui en récoltent. Effectivement, le réchauffement climatique permet l'installation de truffes plus du sud par ici. La truffe de Meuse n'a pas supporté la canicule de juin. Mais c'est sûr. Mais de toute façon, le gros problème, nous, on va avoir les récoltes qui vont se faire là à partir de décembre en Périgord. On ne sait pas trop ce que l'on va avoir. Parce que certaines personnes ont pu arroser et auront des truffes, et puis d'autres n'ont pas pu. Et on a eu des coups de chaud aussi. C'est un nouveau problème, ça. Hein. Ça, c'est sûr. Alors justement, il y a des gens qui travaillent dessus, sur l'eau, maintenant, pour essayer d'aller un peu plus loin. Si je peux compléter ta réponse à cette question, en fait, oui, il y a un impact du changement climatique qui est considérable. Et je confirme qu'on peut produire dans le Grand Est et de plus en plus fréquemment, puisqu'il y a les hivers très doux, la truffe du Périgord. Donc il y a une remontée très nordique de la truffe du Périgord. Et concernant la truffe donc de Bourgogne, Tuber estivum, eh bien, sa version estivale devient prédominante parce qu'elle bénéficie de la pluviométrie du printemps, au détriment de la version plus intéressante sur le plan culinaire automnale. Oui, mais ça va, c'est un gros problème, ça, oui, effectivement. D'autres questions? Oui. Oui, j'avais une question, mais qui est un peu dans la poursuite. Quelle est la différence entre les truffes de Meuse et les truffes de Bourgogne, à part le prix? Alors, j'ai qualifié tout à l'heure truffe de Meuse à mésentérique parce que il y a que là qu'on en récolte. En Dordogne, si vous en trouvez, il faut mieux pas en parler parce que vous vous faites jeter là-bas. Par contre, il y en a en Italie, effectivement. Et là aussi, il y a des variétés. Il y aurait une variété un peu différente. Et là, autrement, un cynatum, truffe de Bourgogne, un cynatum qu'on trouve ici, étiqueté un cynatum. Oui, c'est la plus répandue au niveau européen. Mais la différence, c'est le parfum, l'arôme qui est très... Ça, c'est sûr. Alors, entre la truffe de Meuse, mésentérique, et la truffe de Bourgogne, là, ça n'a rien à voir au niveau des parfums. Alors, le seul intérêt, c'est que la truffe de mésentérique, vous pouvez la faire un peu cuire. Vous allez un peu diminuer l'arôme dominant. Vous nous avez conseillé, d'ailleurs, avec la mésentérique, de la mettre en petite quantité dans des foie gras. Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Ça, vous pouvez le faire. Alors, nous en Dordogne, on a une autre qui est la truffe Brumal, qui est une truffe qui était vendue d'ailleurs dans tous les lots avant. Brumal et truffe Melanosporum, c'était vendu tout ensemble. Jusqu'il y a un certain nombre d'années, on a dit attention, on va pas en vendre n'importe quoi. Donc la Brumal est vendue à part et on s'en sert pour faire de la crème truffée, pour mettre dans des potages. Là, on peut la faire cuire un petit peu, ça gêne pas. Je pense que sur notre chaîne YouTube, votre conférence va être sacrément visitée. J'espère, parce que je voudrais quand même qu'on réfléchisse un petit peu à tous ces produits qu'on nous impose. Quand on voit par exemple à Sarlat, donc Sarlat, capitale un peu de la truffe aussi, il y a un magasin italien qui s'est installé, qui vend des produits dans lesquels il y a 5% de truffe, tout le reste c'est des arômes artificiels. Et quand j'avais fait une conférence un peu similaire à Sarlat, je sors de la conférence, je passe devant le magasin, il y a un jeune homme qui était là qui me dit « Ça vous intéresse la truffe, vous voulez que je vous fasse connaître ?»
Alors, je lui ai dit ce que j'en pensais de son magasin. Bon, on était d'accord, il était obligé de travailler, hein, lui, donc d'attirer le client. Je crois qu'on peut applaudir le professeur Parnier